Et bonjour à tous, on est le jour 25, on est le 25 janvier 2026, et on va parler d'autonomie énergétique au sein d'une exploitation agricole et dans l'agriculture de manière générale. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est de vous faire comprendre les choix techniques et économiques qui ont été faits et vulgariser un peu aussi où se trouvent les consommations énergétiques et la pollution énergétique dans une exploitation agricole ou dans tout le système agroalimentaire. Petit disclaimer d'abord et avant tout, même si cette vidéo s'appelle autonomie énergétique, l'autonomie énergétique n'existe pas et n'existera jamais. L'autonomie ou la résilience ou la souveraineté est toujours un calcul qui doit être fait par rapport à des acteurs, on va dire, géographiquement proches, et donc la résilience, l'autonomie ou la souveraineté est toujours un facteur, est toujours quelque chose qui est dû au collectif et aux gens et au territoire dans lequel on est. Donc du coup, vouloir au sein d'une exploitation agricole être 100% autonome, etc., ça n'a pas un vrai intérêt, ça n'a pas un vrai sens de vouloir une telle chose. Donc c'est pas du tout la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. La question, ça va plutôt être comment être moins dépendant de la mondialisation et donc des flux d'énergie et des intermédiaires en amont et en aval pour pouvoir continuer à procurer le service que l'agriculteur procure, qui est tout simplement nourrir les gens. La stat dont on avait déjà parlé dans une autre précédente vidéo, mais qui pour moi est une stat centrale en fait de l'agriculture de demain. Aujourd'hui, notre modèle agricole consomme 10 calories d'énergie fossile pour produire une seule calorie alimentaire. Donc en fait aujourd'hui clairement on bouffe 10 litres de pétrole à chaque fois que l'on mange une calorie alimentaire. C'est absolument délirant de se rendre compte de ce ratio-là. Et à la base, on devrait être capable de pouvoir consommer 0 calories fossiles pour produire 1, 2, 3, 4, 5 calories alimentaires, 10 calories alimentaires. Or, c'est pas du tout ce que l'on fait. On fait l'exact opposé et la performance à venir dans l'agriculture est dans ce facteur-là. C'est-à-dire au lieu d'aller chercher la productivité, le rendement à l'hectare ou d'autres indicateurs de performance, pour moi, un des indicateurs de performance les plus importants pour l'agriculture d'avenir, c'est d'inverser ce ratio et d'arriver à 0 calories fossiles consommées, ce qui ne veut pas dire qu'on brûle pas de la biomasse ou des choses que l'on a produit sur la ferme, mais calories fossiles, 0 calories fossiles pour 10 calories d'alimentation. Si on arrive déjà à inverser ce ratio, ça sera incroyable. Avec ce constat-là, bien sûr, on s'aperçoit qu'il y a une énorme dépendance à notre alimentation, ce qui n'est pas rien. Hein. Ça veut dire que plus de pétrole, plus de bouffe, donc plus d'humains. Et c'est vraiment à toutes les personnes qui continuent à dire le modèle industriel est le seul qui peut nous sauver, etc., etc. Non, voilà, parce qu'ils consomment 10 calories d'énergie fossile pour une calorie produite alimentaire. Ça veut dire que si le coût des carburants augmente pour des faits géopolitiques ou pour des faits de rareté, il en est terminé de la bouffe pas chère. Et on va le voir dans cette vidéo, en réalité, c'est un biais de notre société mondialisée pseudo-coloniale qui fait que on arrive à baisser le coût en externalisant ou en délocalisant la construction, les mines et toute la partie conception et création de l'appareil technique et technologique que l'on utilise dans l'agriculture. Or, si on aurait à produire ça en France, en fait, ça serait beaucoup beaucoup plus cher et de manière tout à fait logique de mettre des centaines de personnes au travail pour avoir un tracteur plutôt que juste ne pas avoir de tracteur et travailler à la main. C'est ce qu'on va se mettre à expliquer ou à démontrer dans cette partie-là. Donc d'abord, on reprend les bases pour les néophytes vraiment. Une exploitation agricole est dépendante en amont et en aval et en son sein des énergies fossiles et de toute la logistique et de la mondialisation. Donc cette image rapidement faite par ChatGPT pour illustrer la diapo, en gros, tout ce qui est engrais, construction de tracteurs, logistique, maintenance, aliments pour animaux, etc., vient d'une filière dont les énergies sont à chaque étape, notamment dans le transport, mais d'abord, surtout aussi dans la production d'engrais, énergie fossile à balle. Dans la production d'électricité, je vous en renvoie sur les travaux de Jean-Baptiste Ressos, qu'on va parler juste après, mais en gros, à partir du moment où vous utilisez une énergie, qu'elle soit renouvelable ou pas, vous utilisez du fossile. Voilà. Parce que tout est interconnecté et il n'y a jamais eu de transition énergétique. Je ne vais pas passer du temps à démontrer ça sur cette vidéo, parce que je vous mets en lien de cette vidéo, la vidéo de Jean-Baptiste Ressos, pour que vous puissiez prendre 2 heures pour être sûr de ce sujet-là. Moi, c'est
une vision du monde qui me va très bien, qui est étayée d'un point de vue historique et d'un point de vue technique. Il n'y a jamais eu de transition, il y a toujours eu accumulation d'énergie, et donc ça nous mène droit au mur, puisque on est quand même sur des énergies qui ont un stock limité. Donc, je voulais vous mettre plein d'images, pour vous, un peu comme je l'ai fait dans cette diapo, plein d'images pour vous montrer à quel point le nombre de personnes... Mais en fait, je me suis dit, il y a tellement d'images qu'on peut pas tout analyser, donc j'ai fait une liste que je vous laisse mettre sur pause si vous voulez la lire. On va en lire une partie à partir du milieu. Mais en gros, pour qu'un agriculteur puisse vivre, ne serait-ce en aval de son activité, donc uniquement ce qui permet à l'agriculteur de produire et pas ce qui permet à l'agriculteur de vendre et de commercialiser sa marchandise, pour qu'enfin la marchandise atteigne son but, qui est quand même de nourrir les gens. Rappelons-le, le but final n'est pas de produire pour produire. Le but, c'est de permettre aux gens d'en vivre et de le distribuer au mieux de manière, en plus, si possible, équitable pour que tout le monde ait à manger. Ce qui est très loin d'être le cas de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. C'est pas du tout une manière équitable, c'est une manière commerçante et marchande dont la production est répartie, ce qui crée d'ailleurs des problèmes de raréfaction dans certains endroits du monde et même de famine. C'est pas qu'on produit pas assez d'un point de vue mondial, c'est qu'on ne parvient pas, pour des raisons géopolitiques ou autres, à approvisionner tout le monde de manière rentable. Facteur très important dans l'économie marchande. Donc, pour qu'un agriculteur puisse juste produire, il faut qu'il bénéficie de tous ces métiers suivants, et encore la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire en partant des mineurs, des gens qui extraient le fer, le cuivre, le phosphate, le potasse, le lithium pour les batteries, le sable et le charbon, le sable pour le béton et la construction, les foreurs, pétroliers, offshore, onshore, les opérateurs de la plateforme gazière, les géologues, on passe après à toutes ces catégories-là qui sont les ingénieurs qui conçoivent les tracteurs, les designers d'industrie, les motoristes, les électriciens, les électroniciens, les fabricants de GPS agricoles, les capteurs de pulvérisation, les pompes d'irrigation, les turbines, les ouvriers qui assemblent les machines, ceux qui fabriquent les pneus, l'huile, les batteries, les calculateurs, je vous la fais courte. Ensuite, il y a tous les gens qui sont dans les data centers, les usines, les hangars, tous ceux qui... Après, on a toute la filière tertiaire qui assure tout ça, qui gère tout ça, qui rentabilise tout ça, qui finance tout ça. Tout ce monde-là, et vous avez vu que je vous ai cité qu'une petite partie et que ce n'est pas du tout exhaustive, une partie de tous ces secteurs-là, pas la totalité, mais une partie de ces secteurs-là sont au service de l'agriculture, et ils sont au service par le fait qu'ils construisent un produit qui va in fine va être acheté par l'agriculteur dans le but de nourrir cette filière. Donc, si l'agriculteur n'a plus assez d'argent pour nourrir toute cette filière, une partie significative parfois de cette filière tombe, notamment chez les tracteurs. S'il n'y a plus d'agriculteurs pour acheter les tracteurs, le BTP ne sera peut-être pas assez suffisant pour acheter les machines, donc des entreprises entières de construction de tracteurs tombent si l'industrie agricole mécanique tombe. C'est un vrai problème, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est si difficile de faire machine arrière dans un modèle agricole qui prend beaucoup moins en compte les tracteurs, la mécanisation, etc. C'est que toute une partie de l'économie doit être reconvertie à faire autre chose, et dont parfois les gens, culturellement, on leur a appris que c'était mieux de travailler dans un hangar à concevoir des tracteurs plutôt que d'être dans les champs. Mais ça, pareil, c'est une histoire de récit, et on en parlera dans une autre vidéo. En gros, à quel moment on peut croire que, même si tous ces gens-là ne travaillent pas que pour l'agriculture, une partie d'entre eux, une infime partie d'eux, travaillent à ça. Mais quand même, la quantité de gens qu'il y a à faire en sorte que l'agriculteur puisse avoir ne serait-ce qu'un tracteur, on ne parle pas de toute la filière en amont, hein. On ne parle pas des produits phytosanitaires, de la recherche, et de tout ça, juste un tracteur. Est-ce qu'il serait, et notamment quand on va voir ensuite que le tracteur au final dans l'agriculture de demain n'est pas un élément central de l'agriculture, est-ce qu'on n'a pas à s'interroger sur au final, est-ce que ça serait mieux juste de ne pas avoir de tracteur? Attention, gros sujet important à ce sujet-là. Il y a des secteurs agricoles qui ne peuvent pas arrêter la mécanisation pour vraiment des questions de rentabilité. Parce que vous pouvez mettre 10 000 personnes à travailler sur une moissonneuse-batteuse, la moissonneuse-batteuse sera quand même ultra performante par rapport au fait de le faire à la main. Donc ça, il n'y a pas de débat. Il y a la grande culture notamment, l'agriculture de grande culture aura beaucoup de mal à se séparer de la mécanisation. Mais tout le reste, notamment le maraîchage et notamment tout ce qui est régime méditerranéen, donc ce que je propose, et même l'élevage, n'est pas à fort taux de mécanisation, voire même la mécanisation est plus un surcoût, on va le voir d'un point de vue systémique. Alors c'est sûr, si le tracteur est fabriqué en Chine, avec un charbon de Chine, avec des ouvriers de Chine, avec tout ça, bien sûr on diminue les coûts de production et on permet d'avoir au final en France ou en Occident un tracteur pas cher qui permet de produire de manière plus rentable que s'il n'y avait pas le tracteur.
Mais si on refait toute cette chaîne-là avec les salaires français, le niveau de vie français, etc., ben on s'aperçoit que le tracteur est beaucoup trop cher et que du coup la rentabilité de l'agriculture disparaît. Donc il y a une vraie vision systémique à avoir de se dire, au final, c'est le même débat, je sais plus qui disait ça l'autre jour, c'est le même débat sur la voiture. Si les trois quarts de nos trajets quotidiens consistent à aller dans la ville d'à côté et aller travailler dans une ville encore un peu plus à côté, les quantités de travail nécessaires pour rendre disponible une voiture qui nous permet de faire ça, ce serait peut-être beaucoup mieux de faire ça à pied. Attention, si on est c'est toujours pareil, hein, je veux pas que ce que je dis soit mal interprété. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas se passer de la machine et la machine sera plus efficace. C'est évident, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été adoptée massivement. Mais il y a de nombreux cas aujourd'hui, notamment les gens qui vivent en ville, n'ont pas besoin de voiture. Et déjà, beaucoup de gens commencent à se séparer de leur voiture parce que ça coûte plus cher que ce que ça leur apporte. Mais encore beaucoup trop de monde continue à en avoir une juste parce que c'est rassurant et qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et une fois de plus, ça part du principe que la voiture n'a pas été faite en France. Parce qu'elle serait faite en France, le seuil d'achat du véhicule serait plus haut et donc du coup, le coût versus bénéfice que la machine apporte sera encore beaucoup plus bas que ce qu'il l'est. Et donc dans l'agriculture, on arrive un peu à cette limite. Donc c'est pour synthétiser vraiment, c'est vraiment une partie importante, c'est au-delà du débat technique, de croissance et de progrès, etc. À un moment, faire travailler des gens qui demandent à manger. Donc c'est un peu le truc, c'est s'il y a plus de gens pour faire la même activité, il faut les nourrir, donc il faut faire plus d'agriculture, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et la machine qui tourne sur elle-même sans raison. Si on se dit, pour produire à manger, on aura besoin de beaucoup moins de monde, on va supprimer tout un tas d'emplois et tout un tas de personnes qui au final ne créent pas de valeur, parce que rendez-vous compte, aujourd'hui on a des gens qui travaillent pour rajouter de la complexité dans le milieu agricole pour que ce soit genre le progrès, la technique, etc., mais qui n'apportent plus vraiment de valeur de rupture comme ça a été le cas quand on est passé du cheval au tracteur. Quand on est passé du cheval au tracteur, c'est indéniable, on a multiplié de ouf la productivité et ça a permis toute la société qu'on connaît. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, quand un système de drone ou un système de performance, de géolocalisation d'un tracteur qui va coûter X milliers d'euros pour permettre que les buses puissent lancer l'engrais au bon moment, au bon machin, dans l'objectif d'économiser 100 euros par hectare sur telle ou telle production, etc. Est-ce qu'en fait, le surcoût de cette technologie-là vient vraiment compenser la rentabilité que l'on en a? Et souvent, je vous le dis, non. Souvent, c'est un truc qui s'accumule, qui rajoute de la complexité, qui va en plus d'un point de vue systémique rajouter tellement de complexité qu'après cette complexité va falloir la gérer, donc il va falloir du consultant, il va falloir d'autres personnes en plus de ça pour gérer toute cette complexité. Et donc au final, simplifier le modèle enlèvera beaucoup de personnes qui seront dépendantes de ce modèle, et d'un point de vue nous, les agriculteurs, on reprend le contrôle aussi. Parce qu'on n'est plus dépendant de ces gens-là. Donc du coup, on reprend le contrôle sur quelque chose qui est plus simple, plus carré, et qui nous permet de mieux le contrôler. On revient sur ce qu'on disait l'autre jour sur le modèle économique. Plus on est dans un modèle industriel, plus on a de facteurs à aligner. Et on reprend cet exemple du tracteur GPS, c'est encore un facteur. C'est-à-dire que si vous avez le tracker GPS qui déconne un tant soit peu parce que le satellite est mal calibré, parce que la pièce n'a pas été changée au bout de 5 ou 10 ans, etc., vous pouvez ruiner, parce que tout simplement la buse derrière elle va cracher le traitement 2 fois ou 3 fois plus qu'il le faut, et ça va plomber. Moi j'ai un exemple d'un agriculteur qui a de la tomate hors sol, il avait un capteur qui déconnait sur sa sonde de pH dans la solution d'eau, il a fait cramer sa serre entière juste parce que la sonde déconnait. Et que ça faisait 10 ans qu'il l'avait, qu'il fallait juste la changer. Parce que c'est des pièces en plus qui rentrent dans de l'entretien, de la maintenance, des choses à y penser, et on peut ne plus y penser, et ça peut mettre au tapis la totalité de la récolte, parce que les facteurs se multipliant les uns les autres, il y en a un qui est à zéro, tout est à zéro. Donc, rajouter de la simplicité, arrêter de vouloir faire de la complexité à tout prix, parce que la complexité de nos jours et les outils que l'on nous offre aujourd'hui dans l'agriculture dite de performance ou dite comment on appelle ça, l'agriculture millimétrée, l'agriculture de précision, ils appellent ça maintenant. À mon avis, l'agriculture de précision rajoute de la complexité et n'apporte pas de disruption technologique ou de production assez importante pour qu'elle soit adoptée. C'est d'ailleurs pour ça que uniquement les très grosses exploitations qui ont beaucoup de marge et qui sont sur des marchés encore très porteurs les utilisent, sinon dans la majorité des cas, ces technologies ne sont pas adoptées. Donc je vous envoie, j'ai mis le lien là sur le diapo, mais je le mettrai aussi en description. Conférence de Jean-Baptiste Fressos à l'UNIL
2 heures de vidéo pour vous faire comprendre pourquoi je ne prends pas le temps d'expliquer le postulat de, au final, toutes les énergies sont intriquées les unes dans les autres. On n'a jamais autant consommé de bois depuis qu'on a le charbon, on n'a jamais autant consommé de charbon depuis qu'on a le pétrole, on n'a jamais consommé autant de pétrole depuis qu'on a les énergies renouvelables. Donc voilà. Je passe pas plus de temps là-dessus. Maintenant, on va passer sur la partie analyse au sein d'une ferme. Où sont les consommations énergétiques fossiles au sein d'une ferme, notamment dans la mécanisation, puisque bien sûr, il y a toute une partie amont de l'agriculture qui pollue beaucoup par, comme on l'a dit, l'acier pour faire les machines, l'acier pour faire les serres, l'acier pour faire les bâtiments, le béton pour faire les bâtiments, l'engrais énormément, l'engrais quand il est épandu et l'engrais quand il est produit parce qu'il consomme énormément de gaz naturel et de chaleur. Mais au sein de l'entreprise et notamment du travail du tracteur, c'est intéressant de s'apercevoir que ce qui consomme en termes de litres carburant et en termes de puissance de tracteur, en termes de nécessité à avoir beaucoup de puissance, c'est surtout le travail du sol. Donc déjà, on sait que dans l'agriculture, il faut limiter le travail du sol. Donc déjà, ça pose des questions sur, oui, en plus d'avoir tout un tas de bienfaits agronomiques sur le non-travail du sol, on a aussi un effet sur moins de consommation de carburant et donc moins de pollution. Il y a les traitements. Alors les traitements peut-être sous forme de pulvérisateurs comme il y a sur la photo sont moins énergivores que ce que vous pouvez retrouver dans des traitements où il faut ventiler l'air pour que ça pousse, notamment dans les pommiers, nous on a ça, donc on a une énorme turbine à vent derrière qui souffle de l'air, donc c'est assez énergivore. Donc vous avez une photo d'engrais pour imager le fait que ça prend beaucoup d'énergie. Il y a tout ce qui est gestion du foin et de la presse à foin, qui est aussi une machine assez énergivore. Et bien sûr les ensileuses, moissonneuses et compagnie, qui sont des machines extrêmement énergivores, mais qui font, pour le coup, une fois de plus, aujourd'hui on est encore sur une rentabilité très haute, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas revenir à un travail à la main dans ces cultures-là ou dans des mécanisations plus faibles. Ce qui n'est pas le cas du maraîchage ou de l'élevage. Donc c'est là que c'est intéressant de s'intéresser notamment au maraîchage. Est-ce que c'est indispensable de travailler mon sol? Est-ce que c'est indispensable de quel type de travail de sol? Est-ce que c'est juste un coup de griffon? Ou est-ce que c'est un rotavator ou un enfouisseur à cailloux? Voilà, ces choses-là sont extrêmement énergivores. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question de l'électrification du tracteur, puisque si on baisse le besoin de puissance du tracteur, on peut du coup l'électrifier, là où on ne pourrait pas le faire si on continue à travailler le sol, parce qu'on a besoin d'énormément de puissance et que la quantité de puissance qu'une batterie électrique peut tenir n'est pas la même que celle d'un réservoir de carburant, ainsi que son taux de recharge, etc. etc. Soit dit en passant, on peut très bien supprimer le pétrole et arriver à avoir du gaz par la méthanisation, sujet dont on parlera après, et donc on pourrait quand même continuer à avoir une partie du parc de tracteurs qui fonctionne au gaz pour des besoins très spécifiques, et donc avoir un cercle vertueux où la méthanisation est un secteur très agricole, et donc ça fait tourner la boucle énergétique de la mécanisation de cette manière-là, avec le méthane qui est produit à partir des déchets agricoles, et même des bouts de stations d'épuration, qui est quelque chose qui serait vraiment intéressant d'étudier en France et que l'on s'empêche de faire d'un point de vue législatif. Et ça pose aussi la question de, du coup, je suis agriculteur, je m'installe sur ma ferme, si j'ai pas prévu de travailler mon sol, est-ce que j'ai besoin d'avoir un tracteur? Ou au moins, est-ce que j'ai besoin d'avoir un tracteur puissant? Je peux avoir un tracteur d'occasion qui m'a coûté 5000 euros et qui fonctionne à l'huile de friture, j'exagère dans le cliché, mais on pourrait très bien se dire ça. Ou acheter, comme je l'ai mis sur la photo, un petit transporteur de palettes qui serait électrique, un genre de petit truc de golf, ou une camionnette qui pourrait aussi aller sur la route, mais qui permet en fait de faire à la fois un peu le travail du champ et de livrer sur la route. Quelque chose qui est du coup beaucoup plus en adéquation avec le fait de faire une livraison et le fait le fait de faire une livraison et le fait d'aller chercher les productions, puisque ce que je voulais illustrer dans cette photo aussi, c'est que quand on enlève le travail du sol, la pulvérisation et les travails les plus énergivores de l'agriculture, ou en tout cas de ce que l'on fait avec un tracteur, au final, 90% de ce qui reste en termes de travail, c'est transport de marchandises, transport de récolte. Et dans le transport de récolte, ça demande vraiment pas beaucoup d'énergie. Il s'agit juste de déplacer quelque chose sur des roues, avec des roulements à billes, donc la friction est vraiment diminuée. Donc la puissance, alors c'est pareil, si on veut faire 50 km sur une route, c'est mieux d'avoir un gros tracteur bien puissant qui va à 60 km/h. Mais la plupart des agriculteurs ne transportent pas de marchandises sur de si longues distances, encore moins en Europe, ou encore moins en France, quand on a des agricultures qui sont plus locales. Donc un tracteur qui a une vitesse de pointe de 25-30 km/h, une très grosse démultiplication et une très petite puissance peut déjà arriver à porter des dizaines de tonnes en toute sécurité sans avoir besoin d'avoir une énorme consommation énergétique ou une énorme quantité de matériaux pour le produire, etc. etc.
Mais de manière générale, quand on sort d'une agriculture de monoculture, on sort aussi de ces trucs de des milliers de tonnes ou des centaines de tonnes à sortir du champ pour les ramener à la coopérative. On sort de ces logiques de gros transport. Donc on réduit aussi ce qu'on appelle la consommation énergétique en aval. Après, on enlève aussi tout ça. On va en parler juste après. Et donc là, on fait un peu, on saute du coq à l'âne, mais en gros, au lieu de voir tout ce qui est un peu inutile, etc., on reprend de la base. Qu'est-ce qui est indispensable pour produire dans la nature? La raison pour laquelle cette chaîne s'appelle l'hélioculteur, c'est parce que je suis convaincu qu'il est intéressant d'un point de vue récit de passer de l'idée de l'agriculteur, celui qui travaille le sol pour en tirer de l'énergie du sol et ensuite nourrir les plantes et nourrir les gens, à l'hélioculteur, puisque in fine, le sol n'est qu'une manière de stocker l'énergie du soleil pour la nature. C'est de la biomasse morte qui fait un sol, qui mélange le sol aux minéraux et les plantes vivant dessus participent, et la vie qu'il y a dans ce sol participe à l'équilibre d'un stock de soleil du passé dans le sol. Mais l'énergie, le flux d'énergie fondamental, c'est le soleil. D'où l'hélioculteur, celui qui travaille le soleil grâce au sol et grâce à la plante. Donc là, je vous l'ai mis, moi, la manière dont je réfléchis pour aborder les modèles économiques agricoles, c'est énergie solaire, plante, sol, humain, et ensuite c'est une boucle qui fait sol, plante, humain, sol, plante, humain, sol, plante, humain. Mais le soleil vient comme une énergie qui active cette machine, plante, sol, humain, plante, sol, humain, plante, sol, humain. Donc cette boucle d'énergie, elle est simplifiée bien évidemment parce que on pourrait dire qu'il y a bien sûr l'eau, les minéraux, surtout l'eau. L'eau est un facteur principal d'agriculture. Donc si vous n'avez pas d'eau, vous avez beaucoup plus de mal à faire des choses. Mais l'eau, déjà, j'aime bien l'idée que l'eau est un cycle. Et le cycle est aussi fait par les plantes et la photosynthèse. Et le fait que, enfin pas la photosynthèse, mais la photosynthèse oui, parce qu'on sait qu'il y a énormément de l'évapotranspiration des plantes qui participent à la régénération du cycle de l'eau, mais aussi juste quand il y a la mer qui chauffe, il y a une évaporation et donc ça permet. Mais cette chaleur qui fait chauffer, c'est l'énergie du soleil. Donc le cycle de l'eau n'est qu'une conséquence de l'énergie solaire qui arrive sur notre planète. Donc une fois de plus, le flux d'énergie fondamental à tout, c'est le soleil. Et ensuite, vous avez tout le tableau de Mendeleïev qui participe à la production agricole et dont il s'agit de respecter les boucles. Donc, il y a un vrai sujet de travail à faire sur la boucle de NPK, azote, phosphore, potasse, et aussi calcium, manganèse, et tous les autres minéraux secondaires, et même oligo-éléments, pour que la boucle soit durable, et que, contrairement à aujourd'hui, on produit dans un lieu, on consomme dans un autre, et ensuite nos déjections sont envoyées directement à la mer, ce qui fait que le cycle est complètement ouvert, et on vide nos sols de leurs minéraux, alors que ça devrait être un circuit fermé. Donc on devrait arriver à récupérer les bouts de station d'épuration pour récupérer les minéraux, arriver à les mettre dans les bonnes doses pour éviter les pollutions, etc. Et avec un bon retraitement des eaux pour que les minéraux reviennent à la terre sans pollution de nos nappes, etc. Et arriver à faire un cycle. Il y a des gens en ville aujourd'hui qui essayent de s'organiser pour récupérer notamment leur urine, parce qu'il y a énormément de minéraux importants dans les urines. Mais bon, c'est un vrai. Là, il y a un vrai débat d'ingénieurs et de techniques à faire, parce que c'est un vrai problème complexe, parce que les humains consomment des médicaments, consomment des hormones, consomment des antidépresseurs, tout un tas de choses qui font que les urines ou les excréments humains sont difficiles à récupérer pour les remettre dans l'agriculture, parce qu'on risque après de se re-intoxiquer ou d'intoxiquer nos sols. Donc il y a un vrai travail à trouver comment purifier cette matière pour éviter qu'elle ouvre le cycle des minéraux et le faire rentrer. Donc en gros, soleil et cycle minéraux en général rentrent dans la boucle plante-sol humain que l'agriculteur a pour devoir d'entretenir. D'entretenir pour sa durabilité et aussi pour sa performance, puisque de manière naturelle, notamment dans le sud de la France, les plantes ont une très courte période pour pousser, parce qu'après, il y a de la sécheresse. Il y a l'hiver, une période propice pour le développement, et la sécheresse. L'humain, en zone méditerranéenne, a pour but d'étendre ce moment-là en faisant en sorte que l'eau soit accessible en permanence à la plante pour que la durée de production soit plus grande. Donc l'humain, et ça ne demande pas d'énergie fossile, ou très très peu. Avoir un système d'irrigation et de canalisation qui permet de pomper un peu d'électricité, avec un peu d'électricité, voire même des panneaux solaires si on veut vraiment être dans une autonomie, ou même avec un moteur à gaz, par de la méthanisation. Mais arriver à avoir un tout petit peu d'énergie pour pomper de l'eau dans la nappe et la redistribuer dans du goutte à goutte ou dans même un système d'aspersion, c'est faisable à l'échelle d'une ferme, sans utiliser d'énergie fossile de manière... Alors, on pourra... compliqué, parce que à chaque fois que je dis... C'est compliqué quand même, parce qu'à chaque fois que je dis qu'on n'utilise pas d'énergie fossile, c'est faux, comme vous l'avez compris, parce que le moindre morceau de métal qu'on utilise a demandé de l'énergie fossile.
mais en termes de quantité, on est beaucoup moindre. Et en termes de résilience dans le temps, s'il y a une crise systémique pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, on peut survivre parce qu'on a une dépendance beaucoup moins importante. Et c'est tout le sujet de cette vidéo, je le redis parce que c'est vraiment important. Il y aura peut-être des commentaires dans la vidéo de genre ouais, mais de toute façon, à partir du moment où il y a un morceau de métal, tu as mis la main dans le système, etc. Oui, mais la question n'est pas d'être en dehors à 100%, d'être dedans à 100%. La question, c'est d'avoir un équilibre. C'est toujours pareil, d'avoir un équilibre qui permet d'être à la fois très souverain et à la fois de ne pas perdre l'efficacité et l'intelligence du truc. Notamment le système maraîcher qui utilise des tunnels. Le tunnel, c'est du plastique et du fer, donc c'est à 100% dans une forme d'industrialisation de l'agriculture. Mais faire de l'agriculture maraîchère sans tunnel, c'est complètement laisser ces cultures aux 4 vents, littéralement, et aux 4 pluies et aux 4 saisons. Et donc, c'est clairement risquer de perdre tout ce que l'on a investi. Et est-ce que ça vaut le coup? Parce que comme la part d'investissement a demandé aussi à des gens de vivre, donc à des gens de consommer, et donc à des gens de polluer, parce que le fait qu'on soit sur Terre invite à une dégradation de l'environnement, en tout cas dans le modèle dans lequel on est. Si on fait travailler beaucoup de monde et ça rejoint tout ce qu'on disait juste avant. C'est très brouillon, je suis désolé, mais parce qu'il y a plein d'idées qui viennent dans ma tête, mais s'il y a 150 personnes qui ont travaillé 1% de leur temps à faire en sorte qu'un tracteur puisse être produit, vous retrouvez à ce moment-là le travail de tous ces gens-là dans la production de votre tomate. Alors que si vous n'avez pas de tracteur, ces 150 personnes-là, même si elles ont travaillé que 1% du temps à vous procurer un tracteur, elles ne sont pas comptées. Il n'y a que vraiment votre temps d'un point de vue systémique qui est compté. Et donc, ces 150 personnes-là, admettons, si elles ont travaillé chacune à 1%, ça fait un salarié et demi en plus. Ce un salarié et demi en plus, il est pas à vous faire, vous n'avez pas à le faire nourrir dans votre logique systémique par le modèle qui a créé de l'alimentation. Une autre manière de le dire de manière plus simple, parce que c'est un peu confus tout ce que je dis, mais une manière de le dire plus simple, c'est que aujourd'hui, on travaille tous pour permettre une production alimentaire qui nous nourrit, mais on ne travaille pas dans l'agriculture pour faire ça, on travaille dans tout un tas de secteurs dont l'agriculture dépend pour permettre ensuite à quelques-uns de produire. Mais c'est débile. Autant revenir majoritairement dans l'agriculture, contact de la nature, rythme de vie plus lent, etc., etc. Voilà, revenir à des fondamentaux et des bases qui font le bien-être de la vie. Retourner à la campagne, la nature, le rythme des saisons et ne plus être dans la ville, stressé. Au lieu de tous, et en plus avec un modèle beaucoup plus simple. Parce que c'est ça aussi qui se cache derrière, c'est qu'on devient esclave des machines. Les machines nous donnent une cadence, nous donnent un rythme. L'endettement pour acheter ces machines nous donne une cadence et un rythme également. Alors que si on a une approche beaucoup plus paysanne et beaucoup plus naturelle et beaucoup plus lente, on redevient maître un peu de son rythme, de sa cadence et des choix que l'on fait pour vivre. Et pour survivre dans l'exploitation agricole et faire vivre les gens, etc., etc. Pour moi, il n'y a pas de sens à produire de l'alimentation sachant que je consomme 10 calories de fossiles et que je produis une calorie alimentaire. Il n'y aura que du sens le jour où j'arrive à faire 1 pour 1, voire 0 pour 10. Là, je serai très fier. Si demain j'arrive à nourrir des gens sans consommer aucune énergie fossile, c'est que vraiment, je crée de la valeur. Je ne prends pas à droite pour mettre à gauche. Je crée de la valeur, de l'énergie du soleil qui elle n'est pas infinie, mais tout ce qui tombe sur notre planète, il faut le capter. Donc si on ne le capte pas, c'est gaspillé. Donc si j'arrive de cette énergie à en prendre le maximum et à en consommer très peu d'autres à côté, parce que je fonctionne un peu en circuit fermé et que je permets à des gens de nourrir, j'aurai une performance bien plus importante que le mec qui nourrit 100 000 âmes dans une exploitation ultra-industrielle et qui demande que sa viande soit vendue aux 4 coins du monde pour que ça fonctionne. C'est mathématique. Et on s'en aperçoit pas parce que c'est de la systémique, donc tous les éléments sont très loin et on a du mal à s'approprier ces notions-là. Mais concrètement, imaginez-vous juste un monde que vous créez, vous vous dites, mais attends, pour que mon agriculteur y produise, il faut déjà que je crée une société entière pour que l'agriculteur puisse produire. Alors que c'est censé être lui les fondaments de toute la vie. C'est manger, le fondament de toute la vie. Avoir sa terre, manger, être bien dans son environnement, faire famille, transmettre ses gènes, transmettre son éducation. C'est ça la base de la vie. La base de la vie n'est pas d'avoir une société entière au service de l'agriculteur pour qu'il puisse permettre de nourrir la société qui elle-même lui permet de produire. Enfin, on est rentré là-dedans aujourd'hui. On est rentré dans cette aberration. Alors qu'en fait, on n'a pas de raison d'être dans cette aberration. Et c'est le but de cette diapo, c'est de comprendre que la création de valeur est naturelle. La nature nous permet de créer une valeur et
on veut optimiser cette valeur, mais on est allé trop loin dans l'optimisation de cette valeur, de manière à ce qu'aujourd'hui, on détruit la valeur globale systémique, on la gaspille, plus que de la valoriser et de la mettre à disposition de tous. Donc voilà, on passe un peu au plan d'action maintenant qu'on a vu le truc. En gros, on dépend de toutes les énergies, ça sert à rien d'essayer de compter, oui, mais je consomme de l'électricité, mais pas du pétrole, parce que du coup, ça sert à rien. Parce que l'électricité va consommer à un moment ou un autre de l'énergie. Donc le but est de réduire de manière globale la mondialisation et l'énergie dans notre modèle économique. Et donc je vous ai mis en haut dans la diapo une partie des étapes les plus significatives qui permettent à produire, et j'ai essayé de grandir les photos de manière à faire comprendre l'importance dans le modèle. Là on voit bien que la grande distribution a une importance très importante dans le modèle agro-industriel, parce que c'est elle qui dicte un peu quel produit il faut faire pour le consommateur. C'est elle qui décide qu'il faut des courgettes de la même longueur, de la même machin, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à faire de la marge sur un produit qui n'a pas forcément une grosse valeur ajoutée. Enfin, entre une courgette et une courgette, il n'y a pas de grande valeur ajoutée. Mais par contre, une courgette belle, longue, machin, là-dessus, on va pouvoir faire une meilleure marge. Et elle ne prend pas du tout en compte le fait que le citoyen serait prêt à payer 4 fois ou 5 fois moins cher une courgette pointue, mais c'est pas dans leur intérêt que la courgette soit 4 ou 5 fois moins chère, parce qu'ils ne feraient pas de marge du coup. Donc c'est bien la grande distribution qui, par ses ambitions et ses envies, dit jetez toutes les courgettes pointues, qui représentent à peu près la moitié de la production de courgettes par an. La moitié des courgettes par an quasiment sont jetées parce qu'elles sont pointues, tordues ou pas assez belles. Ou même juste le fait qu'une courgette, c'est un fruit qui n'est pas encore arrivé à maturité que l'on récolte. C'est un fruit tout petit, qui n'est pas du tout à maturité, qui a très peu de nutriments, et c'est comme ça que les gens la veulent, tendre, sans fil, etc. Alors que d'un point de vue nutritionnel, c'est un non-sens. C'est la grande distribution qui décide de ça et qui fait croire au consommateur ensuite que c'est ça qu'il veut, que c'est ça qui est bon, par la communication et par tout ça. Et donc, elle a une place centrale. Et on voit que l'agriculture industrielle, bien qu'elle soit une énorme exploitation avec énormément de machines et que beaucoup de monde soit à son service, au final, elle n'est pas si importante que ça, puisqu'elle est soumise à la grande distribution qui tient un peu ce système-là entre ses griffes. Or, dans le modèle agricole dont on est d'accord, c'est une utopie, pour l'instant, l'exploitation agricole est le centre de tout, puisque c'est le lieu où se crée la création de valeur. Il n'existe aucune usine aujourd'hui qui permet, en faisant rentrer des matériaux, de l'énergie, de faire rentrer des matériaux et de l'énergie d'un côté et d'en ressortir des courgettes de l'autre. On ne sait pas créer la vie. La seule manière, c'est d'utiliser le vivant pour multiplier la vie. C'est ça une exploitation agricole. On prend une graine de tomate, ça va faire un plant de tomate, ça va nous donner des 10 000, 100 000 graines dans des fruits, et donc ensuite on va multiplier, et c'est par la multiplication qu'on arrive à créer de quoi nourrir les gens. Elle est là, la vraie valeur. La vraie valeur ensuite n'est pas dans la distribution, la vente et le... Non, la vraie valeur elle est dans permettre la multiplication de l'alimentation. Donc dans un modèle qui serait un peu moins mondialisé, un peu plus paysan, un peu plus local, on retrouve la ferme comme étant l'élément central, et c'est logique, c'est là que la vraie valeur matérielle, chimique, physique a lieu. La création de valeur a lieu dans l'exploitation agricole. Et au lieu d'avoir des gros postes de consommation fossile, d'extraction de minerais, de transportation de bateaux, d'industrialisation des choses, ces postes deviennent beaucoup plus petits, parce qu'ils sont toujours là, on a toujours dit, c'est pas possible d'être tout à fait autonome. Ces postes-là sont beaucoup plus petits, et on met une bien plus grande place à l'énergie solaire, etc. Des choses au final qui sont encore gratuites. On ne paye pas pour avoir accès à la luminosité qui tombe sur notre sol. Et malheureusement, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'avenir, avec notamment la concurrence que l'on a sur le photovoltaïque, l'agri-photovoltaïsme est déjà une manière de faire ça. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre un prix où l'agriculteur se dit il est préférable pour moi que je mette mon soleil au service de la production électrique plutôt qu'au service de l'alimentation. Parce que c'est économiquement rentable pour moi. Donc c'est déjà un biais. Et c'est pour ça que je suis contre l'agri-photovoltaïsme dans 80% des cas, c'est que c'est déjà une manière de rendre l'accès au soleil payant. J'irai pas plus loin, mais il faut déjà s'inquiéter de ces pratiques-là, parce qu'on est encore dans une fuite en avant où au final, pour que le producteur produise, il faut qu'il gagne de l'argent à côté de ce qu'il gagne de l'alimentation, donc du coup il va produire du gaz, produire de l'électricité, produire de la chaleur, de l'énergie, ou produire ou acheter des bâtiments, les mettre en location, faire de la logistique, faire tout un tas d'autres métiers qui ne sont pas l'agriculture pour permettre encore d'être agriculteur. Donc ça montre bien l'hérésie et la bêtise de notre modèle agricole qui au final consomme plus que ce qu'il arrive à produire pour se nourrir lui-même. Et c'est vraiment, on est dans un non-sens complet. Enfin, il faut tirer la sonnette d'alarme dans l'agriculture industrielle. On fonctionne à l'envers. Et donc, comment passer du modèle industriel au modèle local ? C'est très simple. Il suffit à chaque fois d'enlever les boîtes. Donc là, vous voyez, j'ai mis plein de petites boîtes.
Il suffit de dire, tiens, la mécanisation, comme on l'a fait sur l'exemple du tracteur et de ce qui coûte cher en termes d'énergie. Comment réduire ma mécanisation? Donc, travail du sol, j'en ai plus vraiment besoin. On sait qu'aujourd'hui, le travail du sol, c'est quelque chose qui détruit plus que ce que ça fait. De temps en temps, je vais avoir besoin d'un travail du sol très profond, très vigoureux, parce que je change de culture, parce que ci, parce que ça. Pas grave. Soit on mutualise avec les copains un gros tracteur dont on se sert une fois tous les 10 ans, et donc on est 100 à s'acheter un gros tracteur, et à ce moment-là, pareil, la quantité d'énergie consommée est moindre. Soit on fait ça, ce qui n'est pas du tout l'intérêt des vendeurs de tracteurs, hein, ou de toute la sphère, une fois de plus, hein, on revient à toute la sphère qui travaille au service de l'agriculteur pour qu'il puisse acheter un tracteur, a intérêt à ce que chaque agriculteur s'achète son tracteur. Toute la filière, d'un point de vue économique, a intérêt à ça. Parce que si demain on dit la solution d'avenir, c'est qu'on fasse des grosses machines et qu'elles soient mutualisées, ben, ils vont dire il n'y a plus de marché du coup. Parce que là où avant les agriculteurs allaient consacrer X milliards d'euros, ils vont en consacrer que quelques millions. Donc nous, on ne peut plus payer tous les gens qu'on a à notre service avec ces millions. Et là, du coup, le réflexe systémique que l'on a d'un point de vue politique, c'est faut sauver les emplois. Oh là là, vite! Il faut donner des aides aux agriculteurs pour qu'ils continuent à acheter des machines pour continuer à sauver les ingénieurs qui les font. Non! On continue à aller dans le mur en faisant ça. Le bon réflexe et la bonne politique à avoir dans ce moment-là, c'est oui, on va avoir une contraction de notre système industriel, technique et ingénierial. Mais oui, on a aussi besoin d'un énorme retour à la campagne, à la rue, à la nature, à la ville, à quelque chose qui fait sens. Et donc ces ingénieurs-là, il faut les accompagner en leur donnant des millions d'euros pour se réinstaller en agriculture, parce que là, on n'y coupera pas. L'agriculture est un des secteurs qui demande le plus d'investissement pour construire une activité qui tourne. Quasi le plus, parce que une usine, par exemple, de construction de batteries pour les voitures, vous mettez les sous, vous la faites en 2-3 ans. 4 ans, 5 ans, elle tourne, elle vous crache des milliers de batteries. Pareil pour toutes les énergies et toute l'industrie, tout le secteur secondaire de manière générale, vous mettez les tous sous, ça marche. Plus vous en mettez, plus c'est rapide. L'agriculture, c'est au rythme des saisons. Donc même si vous mettez un fric monstre, vous ne pourrez pas apprendre plus vite qu'au rythme des saisons. Plus vite la qualité de votre sol, la qualité de votre climat, la particularité de votre commerce, de votre lieu, d'arriver à fédérer les gens autour de votre projet, etc. Donc il faut, en plus de payer le foncier, le matériel, l'expérience, la connaissance, le mode de vie, etc., il faut payer aussi les années de vie des gens qui vont se consacrer à ça. Donc je le répète, c'est des millions d'euros par hectare et par agriculteur qu'il va falloir donner pour la réinstallation agricole. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à réinstaller les gens, c'est parce qu'on ne comprend pas qu'il est préférable d'installer des petites fermes très solides en leur donnant énormément, alors en leur donnant ou en leur réservant des marchés, c'est la même chose. Soit vous donnez de la subvention pour que les gens s'installent, soit vous dites, bon, à partir de maintenant, dans toutes les grandes surfaces de France, il y a un rayon de producteur local qui est prioritaire à tout le reste. C'est-à-dire que s'il y a de la courgette locale qui est là, on n'a pas le droit d'acheter de la courgette espagnole. À ce moment-là, vous donnez un marché énorme à l'agriculture locale, et donc c'est par ce marché énorme que l'agriculture locale va se financer. Mais de manière générale, il va falloir donner une part de marché à l'agriculture qui se réinstalle. On ne pourra pas sinon, c'est assez logique de le comprendre. Donc en enlevant ces briques, comme je vous le montre là, on finit ensuite par voir quelles briques sont clés et lesquelles ne le sont pas. Et il y a des briques technologiques que l'on n'arrive pas à optimiser, et notamment on peut penser aux engrais. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas résolu la circulation de la boucle NPK, on sera toujours en obligation d'apporter de l'engrais sous forme d'extraction minière et de raffinage, etc. dans nos champs, parce qu'on n'arrive pas à récupérer le pipi et le caca des gens qui font ça en ville. Et on n'arrive pas à le remettre dans nos champs. Donc la boucle est ouverte, donc à un moment, vu qu'on a besoin de NPK et de minéraux pour que les légumes y poussent, quand on n'a plus de minéraux, ça pousse plus. C'est assez simple, hein. Vous avez des carences et ça pousse plus, il y a des maladies, c'est plein de problèmes, vous devez mettre des produits phyto, etc., etc. Donc il faut créer la boucle, il faut la fermer, il faut qu'elle redevienne fermée. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas se passer d'engrais. Donc, après, engrais, il y a engrais, soit c'est dans engrais chimiques, soit c'est des amendements sous forme de fumier, soit c'est de la matière organique, mais en tout cas, il faut apporter pour qu'il y ait une boucle et que ce soit vertueux. Et donc, pour revenir sur les choix qui vont être faits sur la base vivrière, il y aura un apport très très important de matière organique, ça va être le facteur principal de bouclage du système. Il y aura un apport de fumier et d'engrais, probablement aussi d'engrais chimiques, parce que pour des raisons économiques et d'équilibre, il est très difficile de nourrir un sol en azote quand on apporte en plus énormément de matière organique, et que l'on va faire des essais notamment sur comment permettre à 1 ou 2 ans d'avoir un sol très riche en matière organique, très vivant, le plus vite possible. Ça veut dire probablement des fins d'azote, et ça veut dire du coup apporter d'énormes quantités d'azote pour combler ces fins d'azote, et donc en bio c'est excessivement cher, voire quasiment impossible de le faire de manière rentable. Donc on va sûrement le faire avec des engrais conventionnels qui polluent, qui font de l'effet de serre,
mais qui sont aujourd'hui la seule brique possible. Si on arrivait à récupérer des milliers de litres d'urine humaine ou même non humaine extrêmement performantes et qui n'auraient pas de pollution et qui seraient saines pour pouvoir les mettre dans nos champs, on le pourrait. Mais ce n'est pas des technologies, des briques technologiques aujourd'hui que l'on a débloquées et qui ne sont au service de l'agriculture. Accepter évidemment, puisqu'on est dans un autre... Il y a aussi des choses où les choix amènent des renoncements. C'est-à-dire que si on est d'accord pour être moins dans la performance, on est d'accord pour perdre la moitié de sa production. Mais du coup, on n'achète pas de produits phyto, on n'a pas de pulvérisateur, on n'est pas obligé de passer du temps à traiter et à s'empoisonner. Donc, même si on perd la moitié de la production, autant c'est encore rentable. Et à l'avenir, ça le sera encore plus, puisque, on le rappelle, pour les produits phyto, les machins, etc., il y a toute une filière agricole qui travaille au développement de ces produits-là, et que ces gens-là, s'ils étaient au travail dans l'agriculture concrète, peut-être qu'on arriverait à produire la même quantité, d'autant plus quand on voit qu'en France, c'est pas les terres agricoles qui manquent. Aujourd'hui, la rentabilité à l'hectare n'est pas du tout incroyable. En France, il y a énormément de friches, énormément d'endroits qui ne sont pas cultivés, et même les endroits cultivés sont très mal cultivés parce que un agriculteur qui s'occupe de 500, 800 hectares n'arrive pas à être très performant d'un point de vue production calorique ou d'un point de vue production de nutriments par l'hectare, ne serait-ce que déjà parce que les variétés sélectionnées ne mettent pas en avant le fait de mettre des nutriments dans les produits, mais de mettre de l'eau dans le but que ce soit vendu au kilo. Donc, on a beaucoup de progrès à faire là-dedans, et ça serait préférable de produire 3 ou 4 fois moins sur une exploitation, mais que les produits que l'on vend soient bien plus riches en nutriments. C'est clairement, c'est indéniable. Donc voilà, tout un tas de choses qui vont remettre en question et qui permettent de construire un modèle qui dépend de moins de la mondialisation. J'invente rien, mais je trouvais important de mettre en place cet épisode pour une première raison, c'est que la méthanisation est une vraie solution que dans le sud de la France on n'exploite pas assez. C'est pour ça que je l'ai mis en gros. Je mets pas trop de place au photovoltaïque et à l'éolien parce que pour moi c'est des énergies qui sont beaucoup trop dépendantes de systèmes de la mondialisation. La plupart des éoliennes et photovoltaïques sont produits à l'étranger et pas chez nous, donc on n'a pas la souveraineté sur cette technologie. Ça demande de la maintenance, il y a tout un lobby qui voilà, l'agri-photovoltaïsme, tout ça aujourd'hui prédate l'agriculture puisqu'elle ne l'aide. Donc voilà. La méthanisation permet de faire tourner aujourd'hui par exemple des Clark dans les usines, mais aussi des tracteurs ou même des voitures. Alors il y a très peu de voitures qui tournent au gaz, mais ça existe. Donc on pourrait très bien faire de la livraison de fruits et légumes dans la ville d'à côté avec une camionnette qui fonctionnerait au gaz et qui serait tirée de la méthanisation. Et à partir du moment où il y a une production agricole dans un coin, on est en capacité de faire de la méthanisation, soit par la récupération des déchets de la ville, soit par le compostage des déchets de production qui ne sont pas vendus aux gens. Donc la calorie que l'on a produite, qu'on ne parvient pas à mettre à disposition pour que les gens la mangent, on la met pour qu'elle soit à disposition des gens dans l'énergie. C'est un peu le miracle de la méthanisation. C'est que vraiment ça arrive à créer de l'énergie très fort, assez dense quand même, alors pas autant dense que le pétrole, mais assez dense en termes d'unité de volume par énergie. Et ça permet de faire de la chaleur, ça permet de faire du mouvement, ça permet, voilà, il y a tout un tas de briques technologiques et de technologies que l'on possède déjà qui permettraient rapidement de faire une transition avec des tracteurs au gaz, des voitures au gaz, des camionnettes au gaz. On pourrait arriver à faire un système bouclé, énergétique bouclé sur notre agriculture grâce à la méthanisation, qui une fois de plus est une des rares technologies assez agricoles. Alors que solaire, éolien, nucléaire et toutes ces autres technologies ne sont pas l'apanage de l'agriculture. Pas du tout. Et en plus, la méthanisation ne vient pas prendre de surface au sol ou ne vient pas prendre de soleil à la culture, contrairement au photovoltaïque, qui est très encouragé dans le sud de la France. Mais une fois de plus, si l'agriculteur devient hélioculteur, il lui faut ce soleil pour sa culture. Et je le dis, je persiste et je signe, il est faux et fallacieux de croire qu'en enlevant ne serait-ce que 20 ou 25% du rayonnement solaire à une culture, on puisse continuer à produire. C'est faux. Et ça pose une question de chaleur du sol, ça pose une question de quantité de rayonnement, ça pose une question de la qualité de la floraison, de la qualité du fruit, de la qualité de tout en fait. L'énergie fondamentale de l'agriculteur qu'il travaille, c'est le soleil. Si vous lui enlevez pour une raison quelconque, vous ne l'avez pas. C'est bien pour ça d'ailleurs que le maraîchage se fait notamment dans le sud de la France et pas dans le nord de la France. C'est parce que les indices de luminosité sont quand même préférables dans le sud de la France. Et donc aller raconter que si quand même on peut en prendre une partie, c'est faux. Il y a déjà du recul sur ces technologies-là de serres photovoltaïques. Ça ne porte pas ses fruits. La seule raison pour laquelle les agriculteurs s'équipent, c'est parce que le photovoltaïque paye
l'investissement de la serre. Si jamais il fallait payer la serre et le photovoltaïque, personne ne serait allé dans cette technologie. Pour moi, la quasi-totalité de la matière organique qui n'est pas utilisée par le système de production agricole doit aller dans un méthaniseur pour permettre une production énergétique qui permet la mécanisation, car il faudra toujours un peu de mécanisation de la société en général et de l'agriculture en priorité. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on a fait la partie énergie, qui est où là? Différentes postes de base ouvrière. Ah, mais c'est pas le bon ça. Bon, je supprimerai dans le diapo précédent la partie énergie que j'ai fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo était partie un peu dans tous les sens. C'est le but du journal de bord, c'est que parfois c'est pas très bien construit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Et je vous dis à la prochaine fois et que la force soit avec vous.